Mon fils a crié, soit tu acceptes ma femme comme associée, soit tu quittes mon entreprise. Tout le monde au dîner m'a regardé me lever et marcher vers elle. Elle a eu un sourire narquois, certaine que j'allais céder. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai prononcé une seule phrase. Le silence fut total. Et quelques minutes plus tard, ils ont compris qui j'étais vraiment. Je m'appelle Jean-Marc, j'ai 63 ans, et je n'aurais jamais pensé que mon propre fils me détruirait devant les personnes qui comptaient le plus. La salle de conférence des Equinox BTP avait une atmosphère différente ce mardi soir. La table en acajou qui avait été témoin d'innombrables accords fructueux ressemblait maintenant à un échafaud. Autour d'elle étaient assis 12 de nos clients les plus importants, des hommes et des femmes qui avaient confié des millions d'euros à mon entreprise au cours des 4 dernières décennies. Le lustre projetait une lueur chaleureuse sur des visages que je connaissais depuis qu'ils n'étaient que de jeunes cadres. Des gens qui étaient devenus plus que des clients. Ils étaient devenus des amis. J'aurais dû le voir venir. Les signes étaient là depuis des mois. Les remises en question de plus en plus audacieuses de mes décisions par Hugo. La façon dont Juliette souriait avec mépris chaque fois que je parlais lors des dîners de famille. Les conversations murmurées qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé ce soir-là. Nous fêtions l'achèvement du complexe commercial Les Rives de Seine, un projet de 28 millions d'euros qui avait nécessité 3 ans de travaux. C'était censé être un triomphe, un témoignage de tout ce que j'avais construit à partir de rien. Les clients portaient un toast à notre succès, partageaient des anecdotes sur leurs propres entreprises, quand Hugo s'est soudainement levé. À 35 ans, mon fils avait une carrure imposante, un M85, les épaules larges forgées par ses années dans l'armée de terre, avec ce genre de prestance confiante qui force l'attention. Mais quand il a ouvert la bouche ce soir-là, les mots qui en sont sortis m'ont glacé le sang. Je pense qu'il est temps d'aborder le problème que tout le monde ignore, dit-il, sa voix résonnant dans la salle de conférence soudain devenue silencieuse. Mon père dirige cette entreprise comme si nous étions en 1985. L'industrie a évolué, mais pas lui. J'ai senti ma poitrine se serrer. Les conversations autour de la table se sont tues instantanément. Marguerite Lemaire, de Lemaire Promotion, a reposé son verre de vin avec un léger cliquetis qui a semblé résonner dans le silence. Laurent Dubois, du groupe Dubois, s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Ces gens me connaissaient depuis des décennies. Ils m'avaient vu transformer Equinox BTP, d'une opération artisanale que je gérais depuis mon garage, en une entreprise valorisée à plus de 50 millions d'euros. Hugo, ai-je dit doucement, essayant de garder une voix stable. Ce n'est ni le moment ni le lieu. En fait, papa, c'est exactement le moment et le lieu. Sa voix était plus forte maintenant, plus agressive. Derrière lui, je pouvais voir Juliette assise à la petite table réservée aux membres de la famille. Elle ne me regardait ni avec gêne ni avec inquiétude. Elle souriait. Ce sourire m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pendant trop longtemps, cette entreprise a été freinée par une pensée dépassée, a continué Hugo, faisant de grands gestes comme s'il s'adressait à des actionnaires du CAC 40 plutôt que d'insulter son père devant nos clients les plus précieux. Nous avons besoin de sang neuf, de nouvelles perspectives. Nous avons besoin d'une direction qui comprend le monde des affaires modernes. J'aurais voulu lui rappeler que cette pensée dépassée avait payé ses écoles privées, ses études supérieures, son mariage, et lui avait offert une vie confortable depuis le jour de sa naissance. Au lieu de cela, j'ai agrippé le bord de la table et j'ai essayé de conserver ce qu'il me restait de dignité. Que proposes-tu exactement, mon fils ? Le mot fils avait un goût amer dans ma bouche. Hugo a réajusté sa cravate, un geste que je reconnaissais de son enfance quand il s'apprêtait à demander quelque chose qu'il savait que je ne voudrais pas lui donner. Mais ce n'était pas une demande pour plus d'argent de poche ou la permission de rentrer tard. C'était bien plus dévastateur. Je propose que Juliette devienne associée à part entière dans cette entreprise. Elle a un master de HEC Paris. Elle a travaillé pour 3 grandes multinationales, et elle sait ce qu'il faut pour être compétitive sur le marché actuel. Il a fait une pause, laissant ses mots faire leur effet avant de porter le coup de grâce. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, alors il est peut-être temps que tu te retires complètement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre le bourdonnement lointain de la climatisation, le léger tic-tac de l'horloge comptoise dans le coin, le son à peine audible de la respiration nerveuse de quelqu'un. Marguerite Lemaire avait l'air de vouloir disparaître sous le plancher. Laurent Dubois fixait ses mains comme si elle détenait les secrets de l'univers. Mais c'est l'expression sur le visage de Juliette qui m'a frappé le plus durement.
Elle n'était pas surprise. Elle n'était pas gênée. Elle était triomphante. Tout cela avait été planifié. J'ai pensé à l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Il y a 42 ans, je n'étais qu'un gamin de 21 ans avec un baccalauréat en poche, une vieille camionnette Peugeot cabossée, et le désir ardent de créer quelque chose qui ait du sens. Mon premier travail avait été d'aider une vieille veuve à réparer sa véranda pour 300 francs. Je me souviens de la fierté dans sa voix lorsqu'elle a parlé à ses voisins du jeune homme qui avait fait du si bon travail. À partir de ce petit chantier, j'avais bâti un empire. J'avais survécu aux crises économiques, au ralentissement du secteur du bâtiment, à la mort de ma bien-aimée épouse Sophie quand Hugo n'avait que 12 ans. J'avais travaillé 16 heures par jour, manqué des dîners de famille, sacrifié ma santé et ma vie sociale pour créer quelque chose qui me survivrait, quelque chose que je pourrais transmettre à mon fils. Et maintenant, ce fils me l'arrachait devant les personnes qui avaient rendu tout cela possible. Hugo, ai-je dit, la voix à peine plus forte qu'un murmure, tu me demandes de céder 42 ans du travail de ma vie à quelqu'un qui fait partie de cette famille depuis moins de 2 ans. Je te demande de reconnaître le talent quand tu le vois, a-t-il rétorqué. Les idées de Juliette pourraient révolutionner cette entreprise. Mais tu es trop têtu et trop ancré dans tes vieilles habitudes pour le voir. J'ai regardé les visages autour de la table, des visages que je connaissais depuis des décennies. Ces gens m'avaient confié leurs rêves, leurs projets, leur argent. Ils m'avaient vu honorer chaque contrat, respecter chaque délai, tenir chaque promesse. Et maintenant, ils regardaient mon propre fils me détruire. Marguerite Lemaire s'éclaircit doucement la gorge. Peut-être, dit-elle prudemment, est-ce une conversation qui devrait avoir lieu en privé. Non, a dit Hugo fermement. Tout le monde ici mérite de savoir dans quelle direction cette entreprise se dirige. Il mérite de savoir que le changement arrive, que cela plaise à mon père ou non. La cruauté dans sa voix fut comme un coup physique. Ce n'était plus seulement une question d'affaires. C'était personnel. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle, de la volonté d'un jeune homme à qui l'on avait tout donné et qui avait décidé que ce n'était pas suffisant. J'ai lentement repoussé ma chaise et je me suis levé. La pièce a semblé tourner légèrement, et j'ai dû m'agripper à la table pour me soutenir. 42 ans de construction, de rêve, de sacrifice, et c'est ainsi que cela se terminait. Non pas par une célébration ou une transition pacifique, mais par une humiliation publique orchestrée par ma propre chair et mon propre sang. Tu sais quoi, Hugo, ai-je dit, d'une voix étonnamment calme. Tu as raison sur un point. Le changement arrive dans cette entreprise. J'ai regardé directement Juliette pour la première fois de la soirée. Son sourire a légèrement vacillé lorsque nos yeux se sont croisés. Il y avait quelque chose dans mon expression à laquelle elle ne s'attendait pas, quelque chose qui l'a fait s'agiter inconfortablement sur sa chaise. Mais ce n'est peut-être pas le changement que vous attendez. Cette nuit-là, je suis resté assis dans le bureau de ma maison jusqu'à 4 heures du matin, à regarder les photographies qui tapissaient les murs. Chacune racontait une histoire de sacrifice, de rêve bâti à partir de rien, d'un père qui avait tout donné pour son fils. La plus ancienne photographie montrait une version plus jeune de moi-même, debout à côté de Sophie devant notre premier minuscule bureau. Elle tenait le petit Hugo dans ses bras pendant que je tenais les clés de ce qui allait devenir Equinox BTP. Sophie était enceinte de 8 mois quand j'avais signé le bail de cet espace de 40 mètres carrés au-dessus de la boulangerie de quartier. L'odeur des croissants chauds montait à travers le plancher lors de nos premières réunions d'affaires. « Tu vas construire quelque chose d'incroyable », avait murmuré Sophie ce jour-là, m'embrassant sur la joue pendant que Hugo gazouillait dans ses bras. Je le sens. Elle n'a jamais pu voir à quel point elle avait raison. La photographie suivante montrait Hugo à 5 ans, portant un minuscule casque de chantier et faisant semblant de conduire un tracteur enjoué sur l'un de nos chantiers. Il avait insisté pour venir travailler avec moi ce samedi matin, et j'avais passé la journée entière à lui expliquer comment les bâtiments étaient construits, comment les fondations étaient coulées, comment quelque chose de permanent pouvait s'élever d'un terrain vague. « Papa, quand je serai grand, je pourrai construire des choses, moi aussi ?» avait-il demandé, sa petite main se glissant dans la mienne pendant que nous regardions l'équipe couler le béton. « Tu pourras faire tout ce que tu voudras, mon fils, lui avais-je répondu. Mais si tu veux construire des choses, je t'apprendrai tout ce que je sais. » Maintenant, à 63 ans, je me demandais quand ce petit garçon plein d'enthousiasme avait disparu. Les photographies continuaient chronologiquement. Le premier jour d'école d'Hugo, l'obtention de son brevet, de son baccalauréat. Sur chacune d'elles, je pouvais me voir vieillir, mes cheveux grisonnés, mon visage se marquait par le stress et l'épuisement.
Mais je pouvais aussi voir autre chose, la distance progressive qui s'était creusée entre nous. Au lycée, Hugo regardait l'appareil photo au lieu de me regarder. À l'université, il se tenait légèrement à l'écart de Sophie et moi sur les photos de famille. Lors de l'obtention de son diplôme à l'IAE avec un master en gestion d'entreprise, il remettait déjà en question mes méthodes, mes décisions, ma façon de diriger l'entreprise qui avait payé pour tout ce qu'il avait toujours voulu. « Papa, tu vois trop petit », avait-il dit lors de son dîner de remise de diplôme à la Coupole, la grande brasserie parisienne où nous célébrions toutes les étapes importantes de notre famille. Equinox BTP pourrait être 2 fois plus grande si tu adoptais des techniques de management modernes. J'avais souri et hoché la tête, fier que mon fils s'intéresse à l'entreprise, à notre avenir commun. Je pensais que ces critiques venaient de son ambition, d'un désir de nous aider à grandir. Je n'avais jamais réalisé que c'était le début de son mépris. La mort de Sophie quand Hugo avait 12 ans avait tout changé. La photo de ses funérailles montrait Hugo et moi dans des costumes noirs assortis, mon bras autour de ses épaules frêles alors que nous nous tenions à côté de son cercueil. Je pouvais encore me rappeler le poids de son chagrin, comment il avait sangloté dans mes bras cette nuit-là, me demandant pourquoi la vie lui avait enlevé sa mère. Nous n'avons plus que l'un et l'autre maintenant, avais-je chuchoté dans ses cheveux. Mais c'est suffisant. On va s'en sortir. Pendant quelques années, nous nous en sommes sortis. Hugo s'est plongé dans l'école et le sport, et je me suis plongé dans le travail avec un désespoir qui frisait l'obsession. Chaque contrat que je signais, chaque bâtiment que je terminais, chaque euro que je gagnais était pour lui donner de la sécurité, des opportunités, un avenir libéré des difficultés financières que j'avais connues en grandissant. Je travaillais 18 heures par jour pendant ces années de lycée. J'ai manqué des matchs de foot, des réunions parents-professeurs et des pièces de théâtre de l'école parce que je construisais quelque chose de plus grand que moi. Je me disais que l'argent que je gagnais compterait plus que ma présence à ces matchs. Je m'étais convaincu que pourvoir à son avenir était plus important que d'être là pour son présent. C'était peut-être ma première erreur. Les photos de ces années universitaires montraient un Hugo différent. Confiant, bien habillé, entouré d'amis issus de familles aisées. Il s'était intégré dans les bons cercles d'étudiants, était sorti avec les bonnes filles, avait noué les bons contacts. Mais quand il me regardait lors de nos dîners mensuels, je pouvais voir quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de la gêne. « Papa, tu n'es pas obligé de dire aux gens que tu as commencé comme simple ouvrier », m'a-t-il dit un soir lors de sa 3e année d'études. Nous étions au club de golf où j'avais récemment été accepté comme membre, un objectif pour lequel j'avais travaillé pendant des années afin que Hugo puisse avoir accès aux cercles sociaux que je n'avais jamais connus. Ce n'est pas nécessaire de mentionner le côté manuel. Le côté manuel. Comme si le travail que j'avais fait de mes mains, la sueur que j'avais versée, les décennies de travail physique qui avaient bâti notre fortune étaient quelque chose de honteux. Mon fils, avais-je dit prudemment, ce travail manuel a payé tes études. Il paie ce dîner. Il paie tout ce que tu as. Il avait regardé autour de l'élégante salle à manger avec ses lustres en cristal et ses nappes blanches et avait haussé les épaules. Je sais, papa. Je suis reconnaissant. Je pense juste que nous devons nous concentrer sur la direction que nous prenons, pas sur d'où nous venons. Après l'université, Hugo m'avait surpris en s'engageant dans l'armée de terre. 4 années de service militaire, disait-il, lui donneraient une expérience de leadership et de discipline. J'étais fier de lui pour avoir choisi le service plutôt que la satisfaction immédiate, pour avoir voulu gagner sa place dans le monde plutôt que de simplement en hériter. Quand il est revenu, il semblait différent, plus dur, plus concentré, plus critique envers ce qu'il considérait comme mon approche désuète des affaires. Mais j'étais heureux de le revoir, prêt à lui enseigner tout ce que j'avais appris sur le bâtiment, sur la gestion des hommes, sur la construction de quelque chose de durable. C'est alors qu'il a rencontré Juliette. J'ai sorti une photographie d'il y a 2 ans, le jour du mariage des Hugo. Je me tenais entre lui et sa nouvelle épouse, tous les 3 souriant à l'appareil photo. Mais en la regardant maintenant, je pouvais voir ce qui m'avait échappé à l'époque. Juliette ne regardait pas Hugo avec amour ou joie. Elle regardait quelque chose au-delà de lui, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le mariage et tout à voir avec l'opportunité. Elle l'avait ciblé. Je me rends compte maintenant, un jeune homme issu d'une famille riche, récemment rentré du service militaire, prêt à reprendre une entreprise florissante. Elle l'avait étudié, manipulé, convaincu que son père était la seule chose qui se dressait entre lui et son destin, et cela avait fonctionné. Au cours des 2 dernières années, elle avait systématiquement empoisonné son esprit contre moi.
Chaque suggestion que je faisais était dépassée. Chaque décision que je prenais était à courte vue. Chaque succès que nous obtenions était malgré mon leadership, pas grâce à lui. Elle était intelligente dans sa démarche. Elle ne m'attaquait jamais directement devant Hugo. Au lieu de cela, elle posait des questions innocentes qui plantaient des graines de doute. Tu ne penses pas que l'entreprise pourrait se développer plus vite avec une approche différente? Ton leadership ne plairait-il pas davantage aux clients modernes? Pourquoi penses-tu que ton père est si résistant au changement? Lentement, prudemment, elle avait transformé mon fils en un étranger. J'ai pris la dernière photo sur mon bureau, une photo de nous trois lors de la fête de Noël de l'entreprise l'année dernière. Juliette portait une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Hugo la regardait avec une adoration évidente, et je les regardais tous les deux avec une expression que je reconnaissais maintenant comme de la résignation inquiète. Quelque part au fond de moi, j'avais toujours su que ce jour arriverait. L'horloge a sonné 4 heures du matin, et j'ai réalisé que j'étais resté assis dans le noir pendant des heures. Dehors, ma ville commençait à s'éveiller. Les camions de livraison grondaient, en route pour leur tournée matinale. Les premiers banlieusards passaient avec des tasses de café et des porte-documents. Bientôt, Hugo et Juliette se réveilleraient dans la maison que je leur avais achetée comme cadeau de mariage. Ils prendraient leur petit déjeuner dans la cuisine que j'avais rénovée de mes propres mains. Ils planifieraient leur journée autour de la prise de contrôle de l'entreprise que j'avais bâtie de rien. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils pensaient que je n'étais qu'un vieil homme fatigué qui se rendrait sans se battre. Ils pensaient que 42 ans de construction, de sacrifice, de planification minutieuse ne m'avaient rien appris sur la façon de protéger ce qui comptait le plus. Ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 42 ans de carrière. J'ai appelé pour dire que j'étais malade. Marguerite Lemaire a répondu à son téléphone à la deuxième sonnerie, sa voix portant la chaleur professionnelle qui en avait fait l'une de mes clientes préférées. Jean-Marc, j'espérais que tu appellerais à propos d'hier soir. Marguerite, j'ai besoin de te demander un service. Je l'ai interrompu, m'installant dans le fauteuil en cuir de mon bureau à domicile. Ça va paraître étrange, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Il y a eu une pause. Marguerite et moi faisions des affaires depuis plus de 20 ans. Elle m'avait confié son premier projet de promotion immobilière quand elle débutait, et je l'avais aidé à bâtir un empire immobilier d'une valeur de plus de 100 millions d'euros. Si quelqu'un voulait bien m'aider sans poser trop de questions, ce serait elle. De quoi as-tu besoin, Jean-Marc? J'ai besoin que tu engages un détective privé, le meilleur que tu connaisses, et j'ai besoin qu'il fouille dans le passé de ma belle-fille, absolument tout. Ses mariages précédents, son historique d'emploi, ses dossiers financiers, tout. Une autre pause, plus longue cette fois. Jean-Marc, es-tu sûr de cela? Les affaires de famille peuvent être. Marguerite, de toutes les années où tu m'as connu, t'ai-je jamais demandé quelque chose comme ça? Non, admis-elle doucement. Tu ne l'as jamais fait. Alors fais-moi confiance quand je dis que je ne le demanderai pas si ce n'était pas important. Elle a soupiré. Je vais passer quelques coups de fil. Donne-moi 24 heures. 24 heures m'ont paru être 24 ans. J'ai passé la journée à me promener dans ma maison, à la voir avec de nouveaux yeux. Chaque pièce racontait une histoire de sacrifice et d'amour. La cuisine où Sophie avait préparé d'innombrables dîners de famille. Le salon où Hugo avait joué avec ses jouets pendant que je travaillais sur des plans de construction à la table à manger. L'atelier au sous-sol où je lui avais appris à utiliser des outils, à mesurer 2 fois et à couper 1 fois, à être fier du travail accompli de ses propres mains. Quand avait-il cessé d'écouter ses leçons? Marguerite m'a appelé à exactement 18 h le lendemain soir. Jean-Marc, tu ferais bien de t'asseoir. J'étais déjà assis, mais son ton m'a noué l'estomac. Qu'avez-vous trouvé? Son vrai nom n'est pas Juliette Renard. C'est Juliette Blanc, et elle a été mariée 3 fois auparavant. 3 fois, Marguerite? Toutes les fois à des hommes plus âgés avec des entreprises prospères. J'ai serré le téléphone plus fort. Qu'est-il arrivé au mari? Le premier? Laurent Dubois. Attends, Laurent Dubois? Tu veux dire Laurent Dubois du groupe Dubois? L'homme qui était assis à notre table de conférence il y a 2 soirs? Le même. Apparemment, Juliette a été mariée à son petit frère, David, pendant 6 mois en 2015. David possédait une chaîne de garages automobiles sur la côte des Azurs. Après le divorce,
Il a perdu la moitié de son entreprise au profit de Juliette lors du règlement. Mon sang s'est glacé. Laurent faisait des affaires avec moi depuis plus de 15 ans. Il n'avait jamais mentionné avoir un frère, et encore moins un frère qui avait été marié à ma belle-fille. Mais maintenant je comprenais l'expression de son visage lors de l'esclandre des Hugo. Ce n'était pas seulement de l'inconfort d'être témoin d'une dispute familiale. C'était de la reconnaissance. Continue, ai-je dit, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Le deuxième mari était Thomas Moreau, un entrepreneur en Bretagne. Histoire similaire. Ils ont été mariés pendant 8 mois en 2017. Elle l'a convaincu de faire d'elle une associée à part entière dans son entreprise de bâtiment. 6 mois plus tard, elle a demandé le divorce et est repartie avec la moitié de tout ce qu'il avait construit pendant 20 ans. J'ai pensé à Thomas Moreau, un homme que je n'avais jamais rencontré, mais dont l'histoire commençait à sembler terriblement familière. Un entrepreneur qui avait travaillé dur pour construire quelque chose de significatif, pour se le faire enlever par une femme qui voyait le mariage comme une opportunité commerciale. Et le troisième mari, Marc Lefebvre, un promoteur immobilier dans le Grand Est. Marié en 2019, divorcé au début de 2021. Même schéma. Elle s'est impliquée dans ses affaires, a gagné sa confiance, puis a pris la moitié de tout quand elle est partie. 3 mariages, 3 divorces, 3 hommes d'affaires prospères détruits par la même femme qui était maintenant assise dans mon salon tous les dimanches, mangeant des dîners que je payais, prévoyant de prendre le contrôle de l'entreprise que j'avais passé ma vie à construire. Marguerite, il y a autre chose, n'est-ce pas? Je peux l'entendre dans ta voix. Elle a soupiré lourdement. Jean-Marc, elle n'a pas seulement pris l'argent de ces hommes. Elle a systématiquement détruit leurs relations avec leur famille. David Dubois ne parle plus à son frère Laurent depuis 7 ans à cause de choses qu'elle lui a dites sur le fait que Laurent essayait de saboter leur mariage. La fille de Thomas Moreau ne veut plus rien avoir à faire avec lui parce que Juliette l'a convaincu que ses enfants n'étaient intéressés que par son argent. Le fils de Marc Lefebvre a déménagé dans une autre région et a changé de nom. Le schéma devenait horriblement clair. Juliette ne voulait pas seulement l'argent ou la propriété d'une entreprise. Elle voulait un contrôle total. Elle isolait ses cibles de leur famille, empoisonnait leurs relations, les rendait dépendants d'elle et d'elle seule. Puis, quand elle avait tout ce dont elle avait besoin, elle disparaissait, laissant derrière elle des vies détruites et des familles brisées. Comment a-t-elle rencontré Hugo? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi sût déjà que la réponse serait dévastatrice. C'est la pire partie, Jean-Marc. Ce n'était pas une coïncidence. Elle a fait des recherches sur lui pendant des mois avant qu'il ne se rencontre à ce gala de charité. Elle savait pour son service militaire, l'entreprise de sa famille, sa relation avec toi. Elle savait exactement ce qu'elle faisait quand elle l'a ciblé. J'ai repensé à ce gala de charité il y a 18 mois. Hugo était tellement excité de me présenter la femme belle et intelligente qu'il avait rencontrée. Elle semblait parfaite, charmante, éduquée, intéressée par notre entreprise. Elle avait posé toutes les bonnes questions sur le bâtiment, le management, la famille. J'avais pensé qu'elle était sincèrement intéressée à apprendre à nous connaître. Maintenant, je réalisais qu'elle menait une enquête approfondie. Il y a plus, a continué Marguerite. Le détective a trouvé des dossiers financiers. Elle a des dettes, Jean-Marc, de sérieuses dettes. Des cartes de crédit plafonnées, des prêts personnels en défaut de paiement. Elle doit plus de 300 000 € à divers créanciers. 300 000 €. Pas étonnant qu'elle ait été si pressée de devenir associée chez Equinox BTP. Elle ne cherchait pas seulement une vie confortable. Elle cherchait une issue à la ruine financière. Marguerite, j'ai besoin de copies de tout. Chaque document, chaque photographie, chaque preuve que ton détective a trouvée. Jean-Marc, que comptes-tu faire avec ces informations? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau vers la maison d'en face, où un couple de personnes âgées travaillaient ensemble dans leur jardin. Ils étaient mariés depuis plus de 50 ans, avaient construit une vie basée sur le respect mutuel et l'amour véritable. Ils n'avaient probablement jamais imaginé que le mariage pouvait être utilisé comme une arme, que l'amour pouvait être contrefait de manière si convaincante. Je vais sauver mon fils, ai-je dit finalement, même s'il doit me détester pour ça. Ce soir-là, j'ai étalé tous les documents sur la table de ma salle à manger, relevés financiers, certificats de mariage, papiers de divorce, dépôt judiciaire, rapport du détective privé. Les preuves dressaient le portrait d'une femme qui n'était pas seulement manipulatrice, mais dangereuse. Mais cela a aussi révélé autre chose. Dans chacun de ses mariages précédents,
il y avait eu des signes avant-coureurs, des absences inexpliquées, des appels téléphoniques discrets, des réunions avec des avocats que ses maris ignoraient. Si je regardais attentivement le comportement des Hugo au cours des derniers mois, j'étais certain de trouver des schémas similaires. J'ai pris mon téléphone et fait défiler mes appels récents avec Hugo. Au cours des 6 derniers mois, nos conversations étaient devenues plus courtes, plus axées sur les affaires, plus tendues. Il avait cessé d'appeler juste pour discuter, cessé de demander des conseils sur autre chose que les affaires de l'entreprise. Quand nous parlions, il semblait distrait, comme s'il pensait à autre chose ou à quelqu'un d'autre. J'ai pensé au comportement de Juliette lors des dîners de famille, à la façon dont elle détournait les conversations des sujets personnels, à la façon dont elle l'interrompait chaque fois que Hugo commençait à raconter des histoires sur son enfance ou sa mère. Elle effaçait systématiquement son passé, remplaçant ses souvenirs par sa version de la réalité, et elle le faisait si habilement que Hugo ne réalisait même pas que cela se produisait. J'ai rassemblé tous les documents et les ai enfermés dans mon coffre-fort. Demain, je commencerai à mettre en œuvre un plan qui prenait forme dans mon esprit depuis le premier appel de Marguerite. Juliette pensait qu'elle jouait à un jeu où elle détenait toutes les cartes. Elle pensait comprendre les règles, les joueurs, les enjeux. Elle allait apprendre que certains jeux ont plus d'un niveau, et qu'un homme qui a passé 42 ans à construire quelque chose à partir de rien pourrait en savoir un rayon sur les stratégies qu'on n'enseigne pas dans les écoles de commerce. Mais d'abord, j'avais besoin de protéger ce qui comptait le plus. Pas seulement l'entreprise, mais mon fils, même si le sauver signifiait détruire l'illusion d'amour qu'il croyait avoir trouvée, même si cela signifiait qu'il ne me pardonnerait jamais de lui avoir montré la vérité. Le lendemain matin, je suis entré chez Equinox BTP avec un plan qui allait soit sauver mon entreprise, soit la détruire complètement. Mais d'abord, je devais jouer le jeu de leur mascarade. Hugo était déjà dans la salle de conférence quand je suis arrivé, assis en face de Juliette et de 3 avocats que je ne connaissais pas. Les accords d'association, les statuts de la société, étaient étalés sur la table comme des plans de bataille. Juliette a levé les yeux vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, Jean-Marc, dit-elle doucement. Je suis si heureuse que tu aies décidé d'être raisonnable à ce sujet. » J'ai pris ma place en bout de table, la même chaise d'où j'avais pris des milliers de décisions au fil des décennies. Avant de discuter de quoi que ce soit, ai-je dit calmement, j'aimerais comprendre exactement ce que vous proposez. L'une des avocates, une femme au visage aiguisé dans un tailleur onéreux, a ouvert un dossier. Madame Blanc deviendra associée à 50% dans Equinox BTP avec des droits de vote complets sur toutes les décisions commerciales majeures. En échange, elle apportera son expertise en pratique commerciale moderne et aidera à faire transiter l'entreprise vers le 21e siècle. 50%. Il ne demandait pas seulement un partenariat. Il demandait le contrôle égal de tout ce que j'avais bâti. Et qu'advient-il de mes parts sociales? Ai-je demandé. Hugo cesse d'agiter inconfortablement sur sa chaise. Papa, tu conserveras 40% des parts. En tant que fondateur, tu auras toujours une influence significative sur les décisions majeures. 40%. En une seule conversation, il réduisait le travail de toute ma vie à une position minoritaire dans ma propre entreprise. Je vois, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Et les 10% restants? Cela ira à Hugo, a rapidement dit Juliette, en reconnaissance de ses contributions et de son futur rôle dans la direction de l'entreprise. Les mathématiques étaient élégantes dans leur cruauté. Juliette et Hugo contrôleraient ensemble 60% des Equinox BTP. Je deviendrais un actionnaire minoritaire de l'entreprise que j'avais créée de toutes pièces. Mais en les écoutant expliquer leurs conditions, j'ai réalisé quelque chose d'important. C'étaient des amateurs. Au cours des 42 dernières années, j'avais négocié des centaines de contrats, navigué dans d'innombrables relations commerciales, survécu à des récessions, des périodes de boom et des bouleversements industriels. J'avais appris que les adversaires les plus dangereux étaient souvent ceux qui sous-estimaient leurs concurrents. Juliette pensait jouer aux échecs avec quelqu'un qui ne connaissait que les dames. Ces conditions semblent raisonnables, ai-je dit prudemment. Mais j'aurais besoin d'un peu de temps pour tout revoir avec mes propres avocats. Le sourire de Juliette cesse de resserrer presque imperceptiblement. Elle s'était attendue à une capitulation immédiate, pas à une considération minutieuse. Bien sûr, dit-elle. Prends tout le temps dont tu as besoin. Nous ne sommes pas pressés. C'était un mensonge, et nous le savions tous les deux. Les dossiers financiers que le détective de Marguerite avait découverts montraient que les créanciers de Juliette devenaient de plus en plus agressifs.
Elle avait besoin que cet accord se concrétise rapidement avant que son château de cartes ne s'effondre entièrement. Je devrais avoir une réponse d'ici la fin de la semaine, ai-je dit, me levant de la table. Alors que je me dirigeais vers la porte, Hugo m'a interpellé. Papa, tu fais le bon choix. Ça va être positif pour tout le monde. Je me suis retourné pour regarder mon fils, le voyant clairement pour peut-être la première fois depuis des mois. Il croyait sincèrement ce qu'il disait. Dans son esprit, ce n'était pas une OPA hostile. C'était le progrès. Juliette l'avait convaincu que forcer son père à occuper une position minoritaire était en quelque sorte un acte d'amour. J'espère que tu as raison, mon fils, ai-je dit doucement. Cet après-midi-là, j'ai commencé à mettre en œuvre la stratégie commerciale la plus complexe que j'ai jamais tentée. La première étape a consisté à protéger nos actifs les plus précieux. Au cours des 4 dernières décennies, Equinox BTP avait développé des relations avec des fournisseurs de premier plan, des sous-traitants exclusifs et des clients haut de gamme qui ne pouvaient pas être facilement remplacés. Mais ces relations étaient fondées sur la confiance personnelle, pas sur des contrats d'entreprise. J'ai commencé par nos fournisseurs. Jacques Martin nous vendait du béton et de l'acier depuis plus de 20 ans. Son entreprise, Matériaux Martin, avait grandi aux côtés des Equinox, et nous avions traversé plusieurs crises du secteur ensemble. Jacques, lui ai-je dit, assis en face de lui dans son bureau encombré cet après-midi-là. J'ai besoin de te demander une faveur personnelle. Jacques s'est penché en arrière dans son fauteuil, étudiant mon visage. Jean-Marc, de toutes les années où je t'ai connu, tu n'as jamais demandé de faveur personnelle. Que se passe-t-il? Je vais te dire quelque chose en toute confidence, et j'ai besoin de ta parole que cela ne sortira pas de cette pièce. Il hocha sérieusement la tête. Mon fils et sa femme prévoient de m'évincer de ma propre entreprise. Ils pensent pouvoir diriger Equinox mieux que moi. J'ai fait une pause, laissant les implications faire leur chemin. Jacques, combien de temps penses-tu qu'une entreprise de construction dure quand elle est dirigée par des gens qui n'ont jamais rien construit de leurs mains? L'expression de Jacques s'est assombrie. Il avait lancé Matériaux Martin de ses propres mains, tout comme j'avais lancé Equinox. Il comprenait la différence entre les connaissances théoriques et l'expérience pratique. « Qu'attends-tu de moi ?» demanda-t-il. « J'ai besoin que tu saches que tout contrat signé après cette semaine pourrait ne pas être honoré par la nouvelle direction. J'ai besoin que tu sois très prudent avant d'accorder des facilités de paiement à Equinox BTP si je ne suis pas directement impliqué dans l'approbation des accords. » Jacques est resté silencieux pendant un long moment, assimilant ce que je lui disais. « Jean-Marc, es-tu en train de dire ce que je pense que tu dis ? Je dis que Jacques Martin et Jean-Marc ont été amis pendant 20 ans, mais que Jacques Martin et Juliette Blanc ne se sont jamais rencontrés. » Il a souri d'un air sinistre. « Je comprends. J'ai eu des conversations similaires avec tous les principaux fournisseurs que nous utilisions. Alain Dubois chez Électricité Dubois, Céline Dupont chez Plomberie Dupont, David Fournier chez Toiture Fournier. Chaque conversation était soigneusement élaborée, ne leur demandant jamais explicitement de refuser leur service à la nouvelle direction, mais indiquant clairement que leur relation de longue date était avec moi personnellement, et non avec l'entité Equinox BTP. La deuxième étape consistait à sécuriser nos relations clients. C'était plus délicat car je ne pouvais pas donner l'impression de saboter ma propre entreprise. Je me suis plutôt concentré sur la protection des relations qui comptaient le plus. Marguerite Lemaire a été mon premier appel. Marguerite, j'ai besoin que tu saches que si quoi que ce soit m'arrive chez Equinox, tu peux me joindre directement sur mon numéro personnel. Notre amitié et notre relation d'affaires existent indépendamment de toute structure d'entreprise. Jean-Marc, es-tu dans une sorte de pétrin? Pas encore, ai-je dit, mais je veux m'assurer que si les ennuis arrivent, cela n'affecte pas les personnes qui m'ont fait confiance au fil des ans. J'ai passé des appels similaires à Laurent Dubois, bien que connaissant son lien avec le passé de Juliette. J'ai appelé Patricia Rousseau de Rousseau Immobilier, François Mercier de Propriété Mercier, et des dizaines d'autres clients qui travaillaient avec moi depuis des années. À chacun d'eux, j'ai délivré le même message subtil, Jean-Marc était distinct des Equinox BTP. S'il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, quelqu'un qui tiendrait ses promesses, il devait m'appeler directement. La troisième étape était la plus complexe. J'ai commencé à transférer discrètement les aspects les plus précieux des Equinox BTP vers une nouvelle entité. En travaillant avec des avocats dont Juliette n'avait jamais entendu parler, j'ai créé Jean-Marc Solutions BTP sous forme de SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Ensuite,
j'ai commencé à concéder sous licence à cette nouvelle société toute la propriété intellectuelle qui faisait la valeur des Equinox, nos systèmes de gestion de projet, nos processus de contrôle qualité, nos protocoles de sécurité, et même notre liste de contacts clients. Les accords de licence étaient structurés de manière à ce que Equinox BTP ne puisse utiliser ses actifs que tant que je restais activement impliqué dans les opérations de l'entreprise. Si j'étais expulsé ou démis de mon pouvoir décisionnel, les licences prendraient fin automatiquement. Sur le papier, Juliette obtiendrait 50% de la propriété d'une entreprise valorisée à 50 millions d'euros. En réalité, elle obtiendrait 50% d'une coquille vide qui ne pourrait pas fonctionner sans ma coopération continue. Mais l'étape la plus importante était celle qui nécessitait le timing le plus minutieux. J'avais découvert quelque chose dans les dossiers financiers que le détective de Marguerite avait mis au jour. Les dettes de Juliette n'étaient pas que des cartes de crédit et des prêts personnels. Elle avait emprunté de l'argent à des personnes très dangereuses. Le genre de créancier qui n'accepte ni retard de paiement ni excuse. Selon le rapport du détective, elle devait 75 000 € à Vincent Rossi, un homme d'affaires qui gérait plusieurs entreprises légitimes, mais dont on murmurait qu'il avait des liens avec des activités beaucoup moins légales. La dette était en retard de 90 jours, et les représentants de Rossi avaient fait des tentatives de contact de plus en plus agressives. Cela m'a donné une idée qui était soit brillante, soit incroyablement dangereuse. Le vendredi après-midi, j'ai appelé Hugo et Juliette et je leur ai demandé de me rejoindre pour dîner à la Coupole, le même restaurant où nous avions célébré tous les événements marquants de notre famille. Il semblait approprié que cette étape soit célébrée là-bas aussi. J'ai examiné les accords d'association, leur ai-je dit pendant les entrées, et je suis prêt à accepter vos conditions. Le soulagement de Juliette était visible. Ses épaules se sont détendues pour la première fois depuis des jours, et son sourire est devenu authentique plutôt que calculé. « Papa, tu ne le regretteras pas », a dit Hugo, traversant la table pour me serrer la main. « Nous allons faire de grandes choses ensemble. »« J'en suis sûr, mon fils », ai-je répondu, voulant dire quelque chose de totalement différent de ce qu'il pensait. « Nous devrions signer les papiers lundi matin », a dit Juliette, incapable de contenir son impatience. « J'ai déjà prévu des réunions avec plusieurs nouveaux clients potentiels pour la semaine prochaine. » En fait, ai-je dit en coupant mon steak, je pensais que nous pourrions les signer ce soir. J'ai les documents dans ma voiture et il y a une étude de notaire qui reste ouverte tard dans l'immeuble d'à côté. Pourquoi attendre ? Juliette a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à une coopération aussi immédiate ce soir. À moins que vous ne préfériez attendre, ai-je ajouté, lui offrant une échappatoire que je savais qu'elle ne prendrait pas. Je pensais juste que vous seriez impatient de commencer. Elle a jeté un coup d'œil à Hugo, qui a hoché la tête de manière encourageante. Non, ce soir serait parfait. J'apprécie ton enthousiasme, Jean-Marc. 2 heures plus tard, nous étions assis dans une salle de conférence stérile pendant qu'un notaire à l'air endormi témoignait de la signature de documents qui changeraient nos vies pour toujours. Alors que Juliette signait son nom avec une fioriture, elle n'avait aucune idée qu'elle s'engageait également à assumer la responsabilité de chaque dette, chaque passif et chaque obligation que Equinox BTP avait accumulée au cours de 42 ans d'activité, y compris certaines obligations très récentes dont elle ne savait rien. Félicitations, ai-je dit en serrant la main de mes nouveaux associés. Je pense que ce sera une expérience très éducative pour nous tous. Le lundi matin est arrivé avec cette sorte d'air vif d'automne qui m'avait toujours rappelé pourquoi j'aimais les métiers du bâtiment. Il y a quelque chose de spécial à construire en automne, la façon dont la lumière frappe les structures inachevées, la promesse de l'achèvement avant l'arrivée de l'hiver. Mais ce lundi semblait différent. Ce lundi, je ne construisais rien. Je regardais quelque chose s'effondrer. Je suis arrivé au bureau tôt, comme je le faisais depuis plus de 4 décennies, et j'ai trouvé Hugo et Juliette déjà là. Ils avaient réaménagé la salle de conférence, déplaçant ma chaise du bout de la table sur le côté. Juliette était assise là où j'avais l'habitude de m'asseoir, une pile de dossiers devant elle, ayant l'air d'être à sa place. « Bonjour, chers associés », dit-elle joyeusement. J'ai passé en revue nos projets en cours, et je pense que nous devons apporter des changements immédiats. Je me suis servi un café à la machine que Sophie avait achetée pour le bureau 15 ans plus tôt, prenant mon temps, les laissant établir leur nouvelle dynamique. Hugo avait l'air mal à l'aise face à l'empressement évident de sa femme à prendre les commandes, mais il ne dit rien. Quel genre de changement ? Ai-je demandé d'un ton doux. Juliette a ouvert son premier dossier. Le projet du centre commercial de la famille Rousseau est en retard sur le calendrier et dépasse le budget. Je pense que nous devons faire venir de nouveaux chefs de projet,
des gens avec une expérience plus moderne. Le projet Rousseau. Un centre commercial de 12 millions d'euros que nous construisions pour la famille Rousseau, qui m'avait fait confiance pour 3 projets précédents au cours de la décennie. Le projet était exactement dans les temps et exactement dans le budget, mais Juliette n'avait aucun moyen de le savoir. Suggestion intéressante, ai-je dit. Avez-vous fait part de vos inquiétudes aux Rousseau? Je prévois de les appeler cet après-midi, a-t-elle dit avec confiance. Je suis sûr qu'ils apprécieront notre approche proactive du contrôle qualité. J'ai presque eu pitié d'elle. Les Rousseau étaient le genre de client à l'ancienne qui privilégiait les relations aux feuilles de calcul, qui avait choisi Equinox BTP précisément parce qu'il avait confiance en mon jugement. Il n'allait pas bien réagir face à une femme qu'il n'avait jamais rencontrée remettant en question mes compétences. Vous devriez certainement les appeler, ai-je convenu. Je suis sûr que cette conversation sera très éducative. Mon téléphone a vibré avec un SMS. C'était de Vincent Rossi. Besoin de discuter du compte de Madame Blanc aujourd'hui. Timing parfait. La matinée s'est écoulée tranquillement. Juliette a passé des appels téléphoniques à des clients, se présentant comme la nouvelle associée et expliquant sa vision pour moderniser Equinox BTP. J'ai écouté sa partie des conversations, observant sa confiance s'éroder lentement à chaque appel. La famille Rousseau a été polie mais ferme, il travaillait avec Jean-Marc depuis 10 ans et ne voyait aucune raison de changer d'approche. Patricia Rousseau de Rousseau Immobilier a été plus directe, elle avait embauché Equinox BTP en raison de la réputation de Jean-Marc, et si cela devait changer, elle pourrait devoir reconsidérer ses projets actuels. François Mercier lui a carrément raccroché au nez. À l'heure du déjeuner, Juliette ressemblait moins à une cadre conquérante et plus à quelqu'un qui commençait à réaliser qu'elle s'était peut-être attaquée à trop fort pour elle. Peut-être que j'y suis allé trop fort, dit-elle à Hugo alors qu'il était assis dans la salle de conférence, passant en revue les désastres de la matinée. Ces gens semblent très figés dans leurs habitudes. Ils ne sont pas figés dans leurs habitudes, ai-je dit doucement depuis mon bureau. Ils connaissent juste la différence entre l'expérience et l'ambition. Hugo a levé brusquement les yeux. Papa, si tu ne vas pas nous soutenir. Je vous soutiens totalement, ai-je répondu. Je laisse Juliette gérer les relations clients exactement comme elle le souhaite. N'est-ce pas ce que tu as demandé? Avant que quiconque ne puisse répondre, le téléphone de mon bureau a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'identification de l'appelant et j'ai souri. Excusez-moi. Je dois prendre ça. Allô, Jean-Marc. Monsieur Jean-Marc. C'est l'inspecteur Céline Lefebvre de la brigade financière. Nous devons vous parler de certaines irrégularités dans les dossiers financiers de votre entreprise. J'attendais cet appel, mais j'ai veillé à ce que ma voix porte juste assez de surprise pour paraître authentique. Des irrégularités? Quel genre d'irrégularités? Nous préférerions en discuter en personne. Pouvez-vous passer au commissariat cet après-midi? Bien sûr, inspecteur. Y a-t-il quelque chose dont je devrais m'inquiéter? Apportez simplement tous les dossiers financiers des 6 derniers mois, particulièrement tout ce qui concerne de nouvelles associations ou des changements de propriété. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté silencieux pendant un moment, laissant le poids de la conversation s'installer dans la pièce. Hugo et Juliette avaient cessé de parler et me dévisageaient. C'était à propos de quoi? A demandé Juliette, la voix soigneusement contrôlée. La brigade financière veut examiner nos dossiers financiers, ai-je dit, gardant mon ton neutre. Apparemment, il y a des irrégularités qu'ils doivent enquêter. Le visage des Hugo a pâli. Quel genre d'irrégularité? Ils ne l'ont pas dit, mais l'inspecteur Lefebvre semblait particulièrement intéressé par les récents changements dans la structure de notre société. La main de Juliette a légèrement tremblé en attrapant sa tasse de café. Je suis sûr que c'est juste de la routine. Ce genre de choses arrive quand les structures de propriété changent. Je suis sûr que vous avez raison, ai-je convenu. Bien que je doive admettre que le timing est intéressant. 3 jours après que tu sois devenu associé, la brigade financière appelle. L'implication flottait dans l'air comme de la fumée. Hugo a regardé tour à tour sa femme et son père, la confusion et l'inquiétude rivalisant pour le contrôle de son expression. Mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Marguerite Lemaire. Jean-Marc, je viens de recevoir un appel très étrange de quelqu'un prétendant représenter ta nouvelle associée, un homme nommé Vincent Rossi. Il a dit qu'il devait discuter d'une dette qui était désormais sous la responsabilité des Equinox BTP. J'ai mis l'appel sur haut-parleur. Pourrais-tu répéter cela, Marguerite?
Je veux m'assurer que mes associés entendent cela clairement. Il a dit que puisque Juliette Blanc est maintenant associée dans ton entreprise, ses dettes personnelles sont devenues des obligations d'entreprise. Il a mentionné quelque chose à propos de 75 000 € impayés depuis plusieurs mois. Juliette a bondi sur ses pieds si vite que sa chaise a basculé en arrière. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les dettes personnelles ne sont pas transférées aux entreprises partenaires. En fait, ai-je dit calmement, cela dépend de la façon dont les statuts de la société sont structurés, et selon les accords que tu as signés vendredi soir, tu as accepté l'entière responsabilité de toutes les dettes et obligations existantes liées à Equinox BTP. Hugo a saisi les statuts de la société sur la table, feuilletant frénétiquement des pages qu'il n'avait clairement pas lues attentivement. Des dettes? De quoi tu parles? Quelles dettes? J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un dossier que je gardais pour ce moment. Eh bien, il y a l'affaire du prêt de 200 000 € que j'ai contracté jeudi dernier pour couvrir certains problèmes de trésorerie, et la ligne de crédit de 150 000 € que j'ai ouverte vendredi matin pour acheter de nouveaux équipements. Les deux prélistent Equinox BTP comme emprunteur, ce qui signifie que tous les associés sont solidairement responsables. Le visage de Juliette était devenu livide. Tu as contracté des prêts sans nous le dire? J'ai contracté des prêts en tant que propriétaire unique des Equinox BTP, ai-je corrigé. De la même façon que je dirige cette entreprise depuis 42 ans. Le fait que tu sois devenu associé après l'établissement de ces prêts ne change pas les obligations de l'entreprise. Hugo lisait toujours l'accord d'association, son expression devenant plus horrifiée à chaque page. Juliette, as-tu lu ça avant de le signer? Bien sûr que je l'ai lu, a-t-elle répliqué, mais sa voix manquait de conviction. Mon téléphone a sonné une troisième fois. Cette fois, j'ai reconnu la voix de Vincent Rossi avant même qu'il ne s'identifie. Monsieur Jean-Marc. Je crois que vous savez pourquoi j'appelle. J'ai bien peur que non, monsieur Rossi, mais je vous ai sur haut-parleur avec mes associés, alors n'hésitez pas à vous expliquer. Votre associée, Madame Blanc, doit à mon organisation 75 000 €. La dette a maintenant 4 mois de retard. Puisqu'elle est devenue associée dans votre entreprise, nous considérons qu'il s'agit d'une obligation commerciale. Juliette s'est précipitée vers le téléphone, mais je l'ai tenue hors de sa portée. Monsieur Rossi, ai-je dit agréablement, je pense qu'il y a peut-être une confusion. Madame Blanc vient tout juste de devenir associée vendredi. Ses dettes personnelles ne deviendraient pas automatiquement des obligations de l'entreprise. En fait, monsieur Jean-Marc, selon mes avocats, l'accord d'association qu'elle a signé rend tous les associés solidairement responsables de toute dette personnelle qui pourrait affecter les opérations de l'entreprise. La dette de Madame Blanc envers nous affecte définitivement sa capacité à fonctionner en tant que partenaire commercial. Hugo a claqué les documents d'association sur la table. C'est vrai, dit-il, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Article 12, paragraphe 4. Tous les associés acceptent la responsabilité solidaire pour toute obligation personnelle qui pourrait avoir un impact sur leur jugement professionnel ou la réputation de l'entreprise. Juliette lui a arraché les papiers des mains, lisant frénétiquement. J'ai observé son visage lorsqu'elle a trouvé la clause en question, les regarder réaliser qu'elle avait cédé bien plus que ce qu'elle n'avait gagné. C'est un piège, a-t-elle finalement dit, la voix tremblante de rage. Tu as planifié tout ça. J'ai planifié de protéger mon entreprise, ai-je répondu calmement. Tu as planifié de me la voler. La différence est que mon plan était légal. La salle de conférence a éclaté dans le chaos. Juliette a hurlé des accusations. Hugo a exigé des explications. Et mon téléphone a continué de sonner avec d'autres appels de créanciers, de clients et de partenaires commerciaux inquiets. Mais à travers tout cela, je suis resté assis calmement à mon bureau, repensant à une conversation que j'avais eue avec ma femme Sophie juste avant sa mort. Promets-moi une chose, avait-elle murmuré depuis son lit d'hôpital. Promets-moi que tu ne laisseras personne détruire ce que nous avons construit ensemble. Pas pour de l'argent, pas pour la famille, pas pour quoi que ce soit. Je te le promets, lui avais-je dit en lui tenant la main pendant que sa respiration devenait plus faible. 23 ans plus tard, je tenais enfin cette promesse. Juliette passait frénétiquement des appels téléphoniques, essayant de joindre des avocats qui pourraient lui expliquer pourquoi l'accord d'association qu'elle avait été si impatiente de signer était maintenant en train de la détruire au lieu de l'enrichir. Hugo est resté assis dans un silence stupéfait, réalisant lentement que les 42 années d'expérience en affaires de son père lui avaient peut-être appris quelque chose sur la protection de ce qui comptait le plus. À mesure que l'après-midi avançait,
l'ampleur de la situation de Juliette devenait claire. La dette de Vincent Rossi n'était que le début. Elle devait de l'argent à des sociétés de cartes de crédit, à des fournisseurs de prêts personnels, et à plusieurs autres individus dont la patience s'épuisait. En tant qu'associée chez Equinox BTP, elle venait de faire de toutes ces dettes le problème de l'entreprise. Mais l'entreprise elle-même n'était plus l'actif précieux qu'elle pensait acquérir. Les accords de licence que j'avais établis avec Jean-Marc Solutions BTP signifiaient que Equinox ne pouvait plus fonctionner sans mon implication directe. Les relations avec les fournisseurs qui permettaient à nos chantiers d'avancer étaient fondées sur une confiance personnelle qui ne s'étendait pas à la nouvelle direction. Les relations avec les clients qui généraient nos revenus étaient de la même manière liées à ma réputation plutôt qu'au nom de l'entreprise. Juliette avait réussi à devenir associée à 50% d'une entreprise qui valait considérablement moins que les dettes qu'elle y avait apportées. Alors que le soleil se couchait à l'extérieur des fenêtres de mon bureau, j'ai réalisé que la partie la plus difficile de mon plan était encore devant moi. Je devais décider si mon fils pouvait être sauvé ou s'il était allé trop loin pour mériter la rédemption. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau avec vue sur la ville, regardant le soleil matinal illuminer l'horizon que j'avais contribué à construire. Jean-Marc Solutions BTP occupait le dernier étage d'un immeuble que j'avais construit il y a 15 ans. Et à travers mes fenêtres, je pouvais voir 6 autres projets qui portaient la signature de mon entreprise. Le téléphone sur mon bureau n'arrêtait pas de sonner. Des fournisseurs voulant établir des relations avec ma nouvelle entreprise. Des clients impatients de retirer leur projet du chaos qu'était devenu Equinox BTP. De jeunes entrepreneurs et chefs de projet demandant si j'embauchais. Je reconstruisais, mais cette fois, je construisais quelque chose de différent, quelque chose de plus petit, de plus personnel, plus aligné sur les valeurs qui m'avaient animé lorsque j'avais commencé avec rien d'autre qu'une camionnette Peugeot et un rêve. L'interphone a bourdonné. Monsieur Jean-Marc, votre rendez-vous de 14h est arrivé. J'attendais cette réunion, mais j'ai quand même senti ma poitrine se serrer quand ma secrétaire a fait entrer Hugo dans le bureau. Mon fils avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 3 semaines. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en bataille, ses yeux portant le regard vide de quelqu'un qui a perdu tout ce qu'il croyait comprendre du monde. « Bonjour, papa, dit-il doucement, prenant la chaise en face de mon bureau. « Hugo. » J'ai fait un geste vers le plateau de café que j'avais préparé. « Voudrais-tu du café ?» Il a secoué la tête, puis a changé d'évice et s'est versé une tasse avec des mains qui tremblaient légèrement. « Beau bureau ?» a-t-il dit, regardant autour de lui l'espace qui était à la fois familier et complètement différent du siège social des Equinox. « C'est fonctionnel ?» ai-je répondu. « Comment vont les choses chez Equinox ?» Hugo a laissé échapper un rire amer. « Equinox n'existe plus. Nous avons dû déposer le bilan la semaine dernière et l'entreprise est en liquidation judiciaire. Les dettes étaient trop importantes, et sans tes fournisseurs et tes clients. » Il s'est tu, fixant son café. Je savais que cela allait arriver. Les mathématiques étaient inévitables une fois que les créanciers de Juliette ont commencé à réclamer leurs créances et que les licences d'exploitation de l'entreprise sont revenues à Jean-Marc Solutions BTP. Mais l'entendre de la bouche des Hugo portait tout de même un poids qui m'a surpris. « Je suis désolé », ai-je dit, et je le pensais. « Ah bon ?» Hugo a levé les yeux vers moi, son expression mêlant la colère à l'épuisement. « Parce que de où je suis assis, on dirait que tu as tout planifié. » J'ai planifié de protéger ce que j'avais construit, ai-je répondu prudemment. La destruction a été la conséquence des choix que toi et Juliette avez faits. Des choix que nous avons faits ? La voix des Hugo s'éleva légèrement. Papa, tu nous as manipulés. Tu as mis en place ces prêts. Tu as restructuré les accords de licence. Tu savais exactement ce qui se passerait quand les dettes de Juliette arriveraient à échéance. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, étudiant le visage de mon fils. La colère était là, mais en dessous, je pouvais voir autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Hugo, sais-tu pourquoi j'avais nommé l'entreprise Equinox BTP ? Il a froncé les sourcils, ne s'attendant clairement pas à la question. Parce qu'un équinoxe représente un moment d'équilibre parfait, le soleil exactement au zénith sur l'équateur. C'est proche. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la rue animée en bas. L'équinoxe, c'est aussi le point culminant, le moment exact où la lumière et l'obscurité sont en balance avant que le cycle ne change. Je me suis retourné pour lui faire face. J'ai bâti Equinox BTP pour qu'elle soit le point culminant de ma vie professionnelle. Tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai créé a été mesuré à cette aune.
Mais les sommets ne sont pas censés être permanents, Hugo. Ils sont faits pour être gravis, appréciés, puis laissés derrière soi pour pouvoir trouver de nouvelles montagnes à escalader. Hugo est resté silencieux pendant un long moment. Alors tu l'as détruite exprès. Je l'ai sauvée, ai-je corrigé. J'ai sauvé les parties importantes, les relations, la réputation, l'expertise, et j'ai laissé le reste s'effondrer sous son propre poids. Et Juliette? Sa voix était à peine plus qu'un chuchotement. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert un dossier que j'avais gardé pour cette conversation. Juliette a demandé le divorce lundi dernier. Selon les papiers, elle affirme que tu as caché ta situation financière réelle et que le mariage était fondé sur la fraude. Les épaules d'Hugo se sont affaissées. Elle n'a pas tort. J'ai caché la réalité de ma situation. Je pensais hériter de 50 millions d'euros d'actifs. À la place, j'ai hérité de 350 000 euros de dettes. Où est-elle maintenant? Partie. Elle a disparu le jour même où les hommes de Vincent Rossi sont venus chercher leur argent. Elle a pris le peu d'argent liquide qui restait sur vos comptes joints et s'est volatilisé. Il a levé les yeux vers moi, les paupières rougies. Papa, je ne crois pas qu'elle m'ait jamais aimé. La douleur dans sa voix était crue, authentique. Ce n'était pas le jeune homme arrogant qui m'avait humilié devant mes clients il y a 3 semaines. C'était mon fils, dépouillé de ses illusions, forcé de confronter la réalité de ce qu'il avait perdu et pourquoi il l'avait perdu. Hugo, ai-je dit doucement, l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut contrefaire indéfiniment. Le véritable amour survit aux désaccords, aux déceptions, même aux échecs. Ce que Juliette t'a offert, c'était une performance conçue pour obtenir ce qu'elle voulait. Comment as-tu su? A-t-il demandé. Comment l'as-tu deviné alors que je ne pouvais rien voir? J'ai réfléchi à cette question pendant un moment. Parce que je suis ton père, et que je t'aime depuis le jour de ta naissance. Ce genre d'amour t'apprend à reconnaître le vrai amour quand tu le vois, et plus important encore, à reconnaître quand il est absent. Hugo est resté silencieux pendant plusieurs minutes, assimilant tout ce que je lui avais dit. À l'extérieur des fenêtres de mon bureau, la ville continuait son rythme quotidien. Les équipes de construction travaillaient sur des bâtiments qui nous survivraient à tous, posant des fondations qui soutiendraient des rêves qui n'avaient pas encore été imaginés. Papa, a finalement dit Hugo, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Très bien. Penses-tu qu'il y ait un moyen pour que je regagne ton respect? La question est restée suspendue entre nous comme un pont attendant d'être traversé. J'ai regardé mon fils, voyant au-delà des erreurs et de la manipulation le jeune homme qui m'avait un jour demandé de lui apprendre à construire des choses durables. Hugo, tu n'as jamais perdu mon respect. Tu as perdu ton chemin, et tu as fait des choix qui nous ont fait du mal à tous les deux. Mais le respect n'est pas quelque chose que l'on gagne une fois pour toutes. C'est quelque chose que l'on construit chaque jour par ses actions et son caractère. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti une carte de visite pour Jean-Marc Solutions BTP. J'embauche des chefs de projet pour 3 nouveaux développements immobiliers. Le salaire de départ est de 45 000 euros par an, avec possibilité d'avancement basé sur les performances et la fiabilité. Hugo a fixé la carte. Tu m'offres un travail? Je t'offre une chance de recommencer. D'apprendre le métier de zéro, comme je l'ai fait il y a 42 ans. De te prouver à toi-même et de me prouver que tu comprends la différence entre gagner quelque chose et en hériter. Et mon expérience militaire? Mon master en affaires? Mes années de travail chez Equinox? Qu'en est-il? Ai-je demandé. Ton expérience militaire t'a appris la discipline et le leadership, ce qui est précieux. Ton master t'a donné des connaissances théoriques qui pourraient être utiles si elles sont appliquées correctement. Et tes années chez Equinox t'ont montré ce qui arrive quand l'ambition n'est pas équilibrée par la sagesse. Hugo a retourné la carte de visite dans ses mains, l'étudiant comme si elle contenait des messages cachés. Si j'accepte ce travail, je recommencerai en bas de l'échelle. Je travaillerai pour des gens qui travaillaient pour moi. Oui, ai-je convenu. Est-ce un problème? Il est resté silencieux pendant un long moment, et je pouvais le voir lutter avec sa fierté, sa honte, sa peur de ce que signifierait repartir à zéro. Finalement, il a levé les yeux vers moi avec quelque chose que je n'avais pas vu dans ses yeux depuis des mois, de l'humilité. Quand est-ce que je commence? Lundi matin, à 7 h. Mets des vêtements que ça ne te dérange pas de salir. Hugo s'est levé et a tendu la main à travers mon bureau. Quand je l'ai prise, sa poigne était ferme, son regard assuré. Papa,
je suis désolé pour tout. Pour n'avoir pas vu ce que Juliette faisait. Pour t'avoir traité comme si tu ne comptais pas. Pour avoir failli détruire tout ce que tu avais construit. Je suis désolé aussi, mon fils. De ne pas t'avoir mieux appris à distinguer le véritable amour de la manipulation. D'avoir travaillé si dur pour tout te donner que j'ai oublié de t'enseigner la valeur de gagner les choses par toi-même. Penses-tu que nous pouvons réparer ça, notre relation, je veux dire? J'ai pensé à Sophie, à la promesse que je lui avais faite de protéger ce que nous avions construit ensemble. Mais j'ai aussi pensé à l'autre promesse que j'avais faite, aimer notre fils inconditionnellement, ne jamais l'abandonner, même quand lui-même avait baissé les bras. Hugo, les relations ne sont pas comme des projets de construction. On ne peut pas simplement couler de nouvelles fondations et recommencer à zéro. Il faut reconstruire la confiance une conversation à la fois, une décision à la fois, un jour à la fois. Je suis prêt à faire le travail, a-t-il dit doucement. Moi aussi. Après le départ d'Hugo, je suis resté seul dans mon bureau alors que la lumière de l'après-midi laissait place au soir. La ville en contrebas commençait à s'illuminer, des fenêtres brillant dans des bâtiments qui tiendraient debout bien après mon départ. Certains de ces bâtiments étaient mon héritage. Des structures qui abriteraient des entreprises et des familles pendant des générations. Mais mon véritable héritage quittait cet immeuble de bureau en ce moment même, rentrant chez lui pour comprendre comment reconstruire sa vie à partir de zéro. Hugo allait probablement lutter pendant un certain temps. Il devrait apprendre à vivre avec un salaire de chef de projet plutôt qu'avec les bénéfices d'un propriétaire. Il devrait gagner le respect de collègues qui se souvenaient de son arrogance. Il devrait reconstruire son estime de soi basée sur ses actions plutôt que sur son héritage. Ce serait un travail difficile, mais j'avais foi en lui parce qu'il était autant le fils de Sophie que le mien, et Sophie n'avait jamais reculé devant le travail acharné. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Marguerite Lemaire. Dîner ce soir pour célébrer ta nouvelle entreprise, c'est pour moi. J'ai souri et répondu, ça a l'air parfait, mais c'est moi qui régale. Il est temps que j'arrête de laisser les autres prendre soin de moi. Alors que je rassemblais mes dossiers et me préparais à quitter le bureau, j'ai pensé à l'entreprise que j'avais perdue et à celle que j'avais gagnée. Equinox BTP avait disparu, dissoute dans la faillite et les procédures judiciaires. Mais Jean-Marc Solutions BTP montrait déjà des promesses, construites sur les relations et la réputation qu'aucun contrat ne pouvait transférer et qu'aucune manipulation ne pouvait voler. J'avais passé 42 ans à apprendre que les choses les plus précieuses de la vie, la confiance, le respect, l'amour, l'intégrité ne pouvaient être ni héritées, ni volées, ni achetées. Elles devaient être gagnées par un travail honnête et une attention sincère envers les autres. Juliette avait essayé de tout me prendre, mais elle n'avait réussi à apprendre que les choses qui n'avaient pas vraiment d'importance. Les choses qui comptaient vraiment, ma relation avec mon fils, ma réputation dans l'industrie, ma capacité à créer quelque chose de significatif, étaient toujours à moi. Alors que je verrouillais la porte de mon bureau et me dirigeais vers l'ascenseur, j'ai réalisé que je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'enthousiasme pour l'avenir. À 63 ans, je prenais un nouveau départ. Et cette fois, j'allais construire quelque chose d'encore meilleur que ce que j'avais laissé derrière moi.